Sans plus tarder, il me fait plaisir de vous présenter notre premier conférencier invité d'aujourd'hui, M. René Binette, qui vient aujourd'hui vous présenter sa conférence intitulée « Les musées et le développement local ». René Binette est conseiller au projet stratégique à l'Écomusée du Fier-Monde à Montréal. Il est l'un des membres fondateurs de cette institution et en a été le directeur pendant de nombreuses années. Actif dans le milieu associatif et au musée et au patrimoine, entre autres, comme membre du conseil d'administration de l'Association québécoise pour le patrimoine industriel. Il a aussi été chargé de cours à l'UQAM. Il a contribué à de nombreuses publications, dont « Creuse-la où tu es » en 1990. Nommé Fellow de l'Association des musées canadiens en 2013, il a reçu plusieurs distinctions, prix Barbara A. Tyler pour le leadership muséal en 2014, le prix Reconnaissance de l'UQAM en 2017 et le prix Carrière de la Société des musées du Québec en 2021. Monsieur Binette, je vous invite donc à prendre la parole. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Champagne, Madame Laberge, également Madame Leroux et tout le comité organisateur, je vais vous dire à quel point je suis heureux d'être ici. C'est un privilège pour moi d'être ici et de m'adresser à vous aujourd'hui. Et je dirais, je fais de très nombreuses interventions de ce genre-là, mais c'est la première fois depuis longtemps que je le fais avec du vrai monde en vrai, dans une vraie salle, et je trouve ça assez extraordinaire. Enfin, voilà, c'est ça. C'est presque stressant. J'aimerais aussi, parce que, bon, dans le milieu du patrimoine, il faut aussi avoir la mémoire de nos pionniers. Je m'en voudrais de ne pas juste prendre quelques secondes pour souligner le décès récent. Hein. On a appris Michel Lessard, hein, qui a été vraiment un pionnier dans les années 70-80, un grand communicateur dans le milieu du patrimoine. Il enseignait à l'UQAM, il a été mon professeur à un moment donné. Alors voilà, je voulais quand même souligner l'importance de cette personne. Alors donc, comme on le disait, oui, je suis associé à l'Écomusée du Fier-Monde depuis 1980, au mouvement associatif des musées du patrimoine. Et donc, j'ai été un peu un témoin, parfois un acteur depuis 40 ans dans ce domaine-là. Alors, et pour toutes sortes de raisons, je me suis intéressé au rapport du musée avec son public et avec sa communauté. Alors, donc, le rôle du musée comme acteur dans le développement local, touristique, économique, mais aussi développement durable, c'est ça, régional, etc. Alors, je vais vous proposer quelques constats et réflexions à ce sujet. Alors donc, pour y arriver, voici le plan de ma présentation. Je vais vous parler un peu de muséologie. On va revenir dans le temps un peu. Muséologie et nouvelle muséologie, le contexte au Québec, le rapport au public de visiteurs à participants à citoyens et vous parler du cas de l'Écomusée du Fier-Monde et faire une petite conclusion autour de la mutation des fonctions muséales dans le temps. Alors, je vous ai mis une image du musée commercial et industriel de l'École des hautes études commerciales à Montréal. Ce musée a existé de 1916 à 1956. C'est tout simplement un petit clin d'œil pour rappeler ce à quoi les musées d'autrefois, à quoi ils ressemblaient un peu. Hein? Donc, des alignements de vitrines dans lesquels on empile des objets, avec des petits cartels explicatifs, pas souvent très parlants, pas souvent écrits très gros non plus, ou encore dans les musées d'art, des œuvres enlignées, encadrées avec ce même genre de petits cartels. Alors, cela a amené beaucoup de gens à se poser des questions sur le musée et à critiquer le musée, surtout dans les années 60-70. La société est en pleine transformation, en ébullition. Hein, on se rappelle la chanson, c'est le début d'un temps nouveau. Ben, enfin, les plus âgés comme moi se rappellent de la chanson, c'est le début d'un temps nouveau. Alors, on remet en question l'autorité, le pouvoir, les institutions. Il y a des changements démographiques extrêmement importants, les contestations, mai 68. Il y a des nouvelles idées qui font leur apparition dans les sciences humaines et sociales. Et donc, le musée, comme le reste des institutions, fait l'objet de critiques.
On trouve souvent qu'il est trop centré sur les objets, qu'il est trop élitiste. Hein? Il s'adresse à une caste privilégiée, mais pas au plus grand nombre. Excusez, je parle peut-être trop proche du micro. On dit d'ailleurs, c'est dans la définition du musée, on en parle comme d'un lieu de délectation, hein? Mais presque de recueillement. On y entre en silence, comme dans une église. Encore là, peut-être que pour les plus jeunes, ça veut moins dire quelque chose, mais enfin, il y a comme un cérémonial autour de ça. Alors, jusqu'à un certain point, donc, le musée, c'est pas pour tout le monde. Le public dérange presque. Alors, peu de lien avec le milieu aussi. Le musée est un peu coupé de la société et axé sur la conservation. Alors, pour un certain nombre de personnes, le musée, ben quoi, c'est un lieu mort qui présente des objets morts. Alors, de cette critique va émerger un certain nombre de réflexions et de modifications. Et un moment clé, c'est la rencontre de Santiago du Chili, 1972. Alors donc, ça fait 50 ans cette année qu'a eu lieu cette rencontre où ça a été organisé par l'ICOM et ils vont en résulter une déclaration. Là, hein, cette déclaration de Santiago du Chili, donc le thème, c'était le rôle du musée dans l'Amérique latine. Donc, on imagine un nouveau rôle pour le musée, un rôle social pour le musée. On va imaginer une nouvelle forme muséale, le musée intégral, une espèce de musée utopique qu'on va... et aussi la multidisciplinarité fait son apparition. Hein. Jusque-là, c'était peu commun que des gens hors du monde des musées assistent à des rencontres de muséologues. Alors, je vais vous lire un bref extrait de l'avant-propos de ce document sur la table ronde de Santiago du Chili. Alors, nous, muséologues, nous formons une confrérie très particulière dont nous sommes satisfaits et fiers, malgré le peu de prestige social qui s'attache à notre profession et le maigre salaire que nous en tirons. Lorsque nous nous réunissons, si du moins nous le faisons, nous parlons de nos affaires, nous nous communiquons nos expériences, nous déplorons les maux qui affligent les musées, nous recherchons des solutions et des améliorations, nous étudions des techniques et après avoir rédigé des déclarations et des propositions, nous nous séparons, satisfaits de ce que nous avons réalisé. Nous sommes les grenouilles d'une même mare qui coassons dans le même langage. Et voici qu'à Santiago, on a mis dans notre mare des grenouilles venues d'ailleurs, dont le coassement était différent du nôtre. Le premier exposé d'un de ceux de l'extérieur, qui n'était pas un muséologue, sur le développement culturel en milieu rural et le développement de l'agriculture fit l'effet d'une bombe. Quand l'orateur se tut, nous, muséologues, nous nous regardâmes avec embarras, non pas tellement pour ce qui avait été dit, bien que ce fût déjà beaucoup, mais parce qu'il nous parut évident d'un seul coup que la vie, les souffrances, les désirs et les aspirations de l'humanité étaient en dehors des musées. Nous nous regardâmes un moment en silence parce que nous avions compris sans plus que les musées sont greffés sur l'arbre de la société, mais qu'ils ne sont rien. Si la sève qui prend naissance dans les champs, les ateliers, les laboratoires, les écoles, les foyers et les villes ne coulent pas aisément dans le tronc commun. Dès lors, nous sûmes quelle était la réponse qu'il convenait de donner à la question fondamentale que posait la table ronde. Les musées d'Amérique latine ne sont pas adaptés aux problèmes qui découlent de son développement. Je pense que ce n'était pas seulement vrai pour l'Amérique latine. Alors, à partir de là, on assiste à une transformation des musées. Ça se fait graduellement. Alors, l'architecture va changer. Un très bon exemple de ça, c'est les deux côtés de la rue du Musée des beaux-arts de Montréal. Ici, dans les musées nationaux, les anciens bâtiments peut-être plus solennels des musées nationaux, qui ressemblent plus à des temples, avec des nouvelles architectures telles qu'on les a conçues, les nouveaux bâtiments. Donc, l'architecture change pour essayer de rendre ça plus accueillant, accessible. Le design, le graphisme, on essaie de rendre les choses plus attrayantes. Également, l'audiovisuel, les technologies vont faire leur apparition. Maintenant, il n'y a plus de limite à ce qu'on peut faire, ou en tout cas avec les technologies, le mouvement, le son, l'image.
Les musées se dotent de services éducatifs et d'animation. Le public, donc, ne dérange plus. Le public est invité. Mais aussi, on développe de nouvelles expositions basées sur de nouvelles approches. Alors, autrefois, on l'a vu dans la photo, d'expos centrés sur les objets, on passe d'expositions centrées sur des thèmes. On voit apparaître une exposition, Le monde imaginaire de Tintin, ou dans le musée imaginaire de Tintin, ou une exposition sur Hitchcock. Tout ça était inimaginable il y a un demi-siècle dans un musée. Et plus récemment, on assiste même aussi à une muséologie des idées qui aborde des enjeux de société, le racisme, l'exclusion, etc. Bon, donc, on aborde des thèmes différents dans les musées. Ceci dit, et donc, le public est le bienvenu d'un lieu fermé, centré sur les objets. On est plus sur un lieu d'éducation populaire au sens large du terme. Mais une question demeure. Et cette question, c'est de quelle culture parle-t-on? De qui parle-t-on? Et qui prend la parole? Et cette question-là, il y a John Kennard, qui est un muséologue américain à Washington, à Anacostia, une banlieue, un ghetto en banlieue de Washington, qui va vraiment l'exprimer par la phrase suivante. Il va dire « En visitant le musée moyen américain, vous ne saurez jamais qu'il y a des Noirs aux États-Unis. » Donc, de qui parlent les musées? Et de quelle culture? De quel patrimoine? Quel patrimoine entre au musée? Alors, cette phrase sur les Noirs, on aurait pu la reprendre sur différents groupes. Où étaient les femmes? Où était le monde ouvrier? Les peuples autochtones, les minorités ethnoculturelles, les régions, nommez-les. Alors donc, c'est un deuxième mouvement dans cette transformation du musée. On transforme le musée, mais on crée de nouvelles formes muséales à côté des musées qui vont prendre des noms différents selon les pays. J'ai mis un certain nombre de mots, un musée intégral, écomusée dans le monde francophone, Casa del Museo au Mexique. Enfin, on pourrait Neighborhood Museum, John Kennard, c'était ça, le musée du voisinage. Bon, voilà. Alors donc, autour de ça, la question fondamentale, c'est il n'est plus seulement question de démocratiser la culture, une culture avec un grand C, comme s'il n'y en avait qu'une. Alors, il ne s'agit plus seulement de faire entrer dans le musée un public qui n'a pas de culture, puis de partager avec lui la culture, mais de considérer qu'il y a plusieurs cultures qu'il faut mettre en valeur, plusieurs patrimoines. Alors, d'une institution centrée sur la conservation, le musée devient une institution basée, comme je le disais, sur l'éducation et s'ouvre une nouvelle idée, celle de contribuer au développement. Ancien directeur de l'ICOM, Hugues de Varine, qui, dans sa proposition de définition d'un écomusée, fait entrer le concept de développement au cœur de la mission du musée. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe au Québec pendant ce temps? Alors, ces débats sur nouvelle muséologie, alors les idées de la nouvelle muséologie arrivent ici, entre autres par le réseau franco-québécois, sans que ça fasse nécessairement de grandes crises ou de grands clashs ici. Il faut dire que ici, il n'y a pas une tradition muséale séculaire avec des collections immenses qui ont un poids qui pèse beaucoup, c'est ça, dans le destin du musée, dans sa gestion, avec des grands chefs-d'œuvre. Et le poids, le rôle des conservateurs n'est pas tout à fait le même non plus. Bon. Alors, voilà. Donc, les idées de la nouvelle muséologie arrivent dans les années 70-80, au moment où le réseau des musées au Québec se développe, avec la création de beaucoup d'institutions dont, c'est ça, assez diversifiées, dont des centres d'interprétation. Là, il y a une autre influence qui est américaine, dont on pourra en parler aussi, mais c'est, voilà, c'est ça. C'est Déclaration de Québec, les muséologues se rencontrent à Québec, créent un mouvement international de nouvelle muséologie, et affirme encore le rôle social du musée. D'autres influences, j'ai mis une affiche d'un événement de ce qu'on appelait les groupes pop. C'est toute la question justement de cette tradition du mouvement communautaire et de l'éducation populaire qui va avoir une influence dans les musées qui se développent. Éducation populaire, un rapport plus horizontal
à l'éducation. Influence de la Suède, Creuse là où tu es, une publication qui date de 1978. Alors, Sven Lindqvist, qui propose un manuel pour que les gens puissent écrire leur propre histoire, surtout dans le monde du travail. Donc, encore là, on est dans la démocratie culturelle. Il s'agit de faire participer les gens à la rédaction, à la constitution de leur propre histoire. Dans les années 70, ce n'est pas évident là, de penser ce genre de choses-là. Ces idées-là vont arriver ici. Quelle culture, quel patrimoine? Alors, la ville entre dans les musées comme thème aussi. Hein? Jusque-là, dans les années 70, souvent, les musées étaient associés à la vie paysanne, à une ruralité. Alors, création du Centre d'histoire de Montréal, par exemple, au début des années 80. Auparavant, la ville dans le musée, ce n'était pas évident. Patrimoine industriel, hein, le monde ouvrier et de l'industrie entre dans les musées, fait partie du patrimoine. Hein? Création de l'Association québécoise pour le patrimoine industriel, 1988. Auparavant, considérer que le monde de l'industrie et du travail, c'est du patrimoine, c'était quelque chose d'un peu original, disons, hein, pour ne pas dire plus. Ce n'était pas accepté de tout le monde, hein, parce que l'idée, le patrimoine, c'est des beaux bâtiments exceptionnels, signés par des architectes qui ont du style, pas des choses où on travaille, puis que c'est sale, puis qu'il y a des machines, puis que tout le monde peut entrer. Alors, donc, il y a un changement. Alors la notion de patrimoine, un peu comme la notion de culture, change. Les régions aussi apparaissent comme thème dans les musées. On crée des musées régionaux. J'ai pris cet exemple du musée de la Gaspésie. On pourrait dire malheureusement, cette idée de musées régionaux, le réseau n'a jamais été complété pour toutes sortes de raisons. On n'entrera pas là-dedans. Les minorités ethnoculturelles. Un exemple d'un événement, c'est une photo qui vient de l'Écomusée du Fier-Monde, journée africaine annuelle à l'Écomusée, mais donc toutes les minorités ethnoculturelles, mais d'autres entrent dans les musées. Voilà, alors que ce soit les nouveaux arrivants, les personnes handicapées, déficiences intellectuelles, troubles du spectre de l'autisme, LGBT, hein, c'est ça. Donc, il y a comme une grande diversité de gens de qui on peut parler. Maintenant, oui, le temps passe aussi. Alors, quelques exemples aussi. Développement du musée de la civilisation. Dans les années 1980 encore là. Ce qui est fondamental au musée de la civilisation, c'est ce musée n'appuie plus sur ses activités, je dirais, uniquement sur sa collection, mais il est résolument tourné vers le public. Hein? C'est sa mission première. J'ai mis d'autres exemples rapidement. Centre commémoratif de l'Holocauste à Montréal, où ce sont les témoignages qui constituent des collections. Encore là, c'est quelque chose qui, quand ça se crée, est assez original. Musée des arts et traditions populaires, hein, qui devient une musée pop. Juste dans le nom, il y a quelque chose de différent, mais aussi encore là, hein, c'était basé sur une collection hein, qui était d'objets de la société traditionnelle québécoise. Et là, on est comme dans la culture populaire actuelle. Le Centre d'histoire de Montréal, dont je parlais tantôt, deviendra bientôt le Centre des mémoires montréalaises. Alors donc, transformation. Les publics maintenant, rapport au public qui change. Alors, on parlait beaucoup de visiteurs. Mais maintenant, on ne considère plus seulement le public comme un visiteur. Ici, on a un exemple d'une exposition. On a une personne, en fait, qui est en train de donner un témoignage et qui va apparaître dans l'exposition. C'est un peu comme au centre de l'Holocauste, d'une certaine façon. Donc, les gens ne sont plus que des visiteurs, ils sont aussi des sources. Ils sont des témoins. Ils sont des sources parce qu'ils savent des choses qu'ils peuvent nous raconter, ils ont des savoir-faire qu'ils peuvent transmettre, ils possèdent des documents, des photos, des objets qui sont inédits, qui sont introuvables ailleurs. On a besoin de ces gens-là pour faire l'histoire. Donc, de visiteurs, on a aussi des témoins. Et de témoins ou de visiteurs, on devient aussi participants. On arrive à des gens qui participent à des projets. Ici, on a un exemple, encore là, et je l'ai pris à l'Écomusée, la parole est à nous. Ce sont des personnes
des analphabètes, des gens qui ne savent ni lire ni écrire et qui, dans le cadre de leur processus d'apprentissage, font une recherche, vont en bibliothèque et en archives. C'est la première fois de leur vie qu'ils rentrent là d'ailleurs. Et ils en viennent à faire une exposition. Donc, les gens peuvent être des participants et faire leur recherche, faire leur exposition. L'idée de musée citoyen aussi fait son apparition. Excusez, on va respirer au travers de ça. Alors, des chercheurs s'intéressent, ça apparaît, le musée citoyen. Et là, on a Annick Meunier de l'UQAM qui fait ce constat sur l'importance de la participation, le lien entre citoyenneté et participation. Pas de citoyen si on n'est pas actif, pas de citoyenneté sans participation. Muséologie citoyenne égale une forme de participation, peu importe la forme, en tout cas, ça prend une forme de participation. On arrive maintenant à ce petit tableau qu'avec René Rivard, j'avais développé, où c'est un peu caricatural ou schématique, disons, mais quand même, du musée à l'écomusée au musée citoyen. Alors, dans le musée, essentiellement, de façon traditionnelle, c'était un bâtiment, une collection, un conservateur, des visiteurs. Dans l'écomusée, le bâtiment devient un territoire. On ne s'intéresse plus seulement à nos murs, mais à ce qui se passe autour. Pour le musée citoyen, c'est la société dans son ensemble qui nous intéresse. La collection du musée devient le patrimoine d'un territoire pour l'écomusée. Et pour le musée citoyen, ce sont les défis et les enjeux qui se posent dans la société. Le conservateur est remplacé par une population qui participe, chez le musée citoyen par des partenaires même et des acteurs sociaux, et des visiteurs, on a des citoyens engagés. Alors, ce qui m'amène, c'est ça, presque aux 10 minutes, c'est ça. Alors donc, on va conclure avec le cas de l'écomusée du Fier-Monde et une approche particulière à la collection. Alors, écoutez, on va passer assez rapidement. Quartier centre-sud de Montréal, vieux quartier industriel et ouvrier. Voilà, c'est ça. Hein? On voyait un peu le genre de paysage qui peut ressembler un peu à ce qu'on peut retrouver ici dans une ville comme celle-ci. Événement aussi extrêmement important, c'est-à-dire il y a eu des transformations dans ce vieux quartier, entre autres le week-end rouge, un week-end d'incendie pendant une grève de pompiers. 200 familles vont tout perdre à ce moment-là. Ça va marquer le quartier. Alors, les débuts, et c'est ça qui est original à l'Écomusée du Fier-Monde, c'est que suite à ces bouleversements urbains, aux démolitions, suite aux incendies, suite à la spéculation, se créent dans le quartier des organismes communautaires et c'est à l'intérieur d'un organisme qui s'appelait les Habitations communautaires Centre-Sud, dont le mandat était de faire des coopératives d'habitation, que va émerger l'idée de faire un musée. C'est quelque chose d'assez unique au Québec. Je ne reviendrai pas sur cette idée qu'on a développée à l'Écomusée de participation de spectateurs à source dans un projet entre l'usine et la cuisine avec les femmes ouvrières du quartier, à acteurs. Donc, faire son histoire. On s'inspire de la Suède et on fait exposer son histoire. On adapte le manuel dont je parlais tantôt, Creuse là où tu es. On s'installe dans un ancien bain public. Ça, c'est une photo autrefois. Aujourd'hui, voici la façade, voici l'ancien bassin de la piscine qui devient un lieu de rencontre et de réflexion. Place aux groupes minorisés. Et voilà, là, ça va m'amener peut-être, c'est ça. Alors, compte tenu, je vous en ai un peu parlé, de notre conception de la muséologie où on voit notre collection comme le patrimoine du territoire. Et pour nous, le musée, l'écomusée n'est pas seulement qu'un bâtiment, c'est un territoire. On a un rapport particulier avec le patrimoine. Et donc, on est toujours, en plus des activités que nous faisons dans notre bâtiment, on a toujours fait des interventions à l'extérieur sur le patrimoine local. Et donc, ça nous a amené à développer le concept de collection écomuséale et à nous doter d'une politique de collection écomuséale. Donc, on définit la collection écomuséale comme un ensemble d'éléments patrimoniaux matériels ou immatériels qui détiennent une signification particulière pour la communauté et qui font l'objet d'un processus de désignation. Jamais l'Écomusée du Fier-Monde ne va devenir propriétaire de ces éléments, mais on les désigne.
Hein? Donc, c'est ça. On veut intervenir, on veut les documenter, on veut en faire les faire connaître, éventuellement les transmettre aux générations futures. Qu'est-ce qui caractérise cette collection écomuséale? Donc, je le disais, ça peut être des éléments matériels ou immatériels qui sont importants et représentatifs. La désignation se fait dans un processus de participation citoyenne. Ce n'est pas l'écomusée qui fait ça tout seul avec son équipe de professionnels, ce sont les organismes, les citoyens du quartier qui sont appelés à identifier ce qui est le plus important pour eux. Et à ce moment-là, ça entre dans la collection écomuséale. Donc, ça, c'est quelque chose d'extrêmement important parce qu'ultimement, il s'agit de voir comment le patrimoine peut être un outil de mobilisation citoyenne puis un outil de développement aussi. Alors, on fait, c'est ça, participation, des ateliers, on se promène dans le quartier et des exemples de ce qui peut être désigné. Ça peut être autant des bâtiments existants ou qui n'existent plus parfois. Ça peut être des personnages, un architecte important du quartier, Joseph Venn, des événements. On a vu l'incendie du Week-end rouge. C'est un élément de la collection écomuséale. C'est un événement qui a marqué le quartier. Des appellations. Faubourg Amelas, hein, on est en plein cœur du Faubourg Amelas, ça fait partie de la collection écomuséale. Bon, alors, 3 principes. Oui, on conclut. Oui, merci. Alors, donc, 3 principes de cette collection écomuséale. La responsabilité patrimoniale. On n'a pas, comme je le disais, dans la collection écomuséale, il n'y a pas de propriété, mais on a une responsabilité. Et cette responsabilité, elle est partagée. Ce n'est pas seulement l'écomusée, c'est l'ensemble de la population, c'est l'ensemble du quartier qui doit avoir une responsabilité morale par rapport à ce patrimoine. Je le disais, le 2e principe, la participation citoyenne à cette prise en charge et à ces désignations. Et finalement, dans le but de transmettre cet héritage. Ce qui nous amène à la conclusion. Alors, j'ai mis un certain nombre de mots qu'on voit souvent apparaître dans des congrès autour du patrimoine des musées, éducation populaire, démocratie culturelle. Je les ai utilisés, participation. Tu sais, tout ça, je reviens encore au début de mon intervention, il y a une 50aine d'années, ce n'était pas vraiment imaginable de parler de ça dans le cadre d'un congrès sur le patrimoine et les musées, là. Hein? Ancrage, partenariat, groupe minorisé, hein? Partage d'autorité, capital social, développement local, développement durable. Alors, comment le musée, hein, au travers de toutes ces interventions, peut-il contribuer à la transformation sociale, contribuer au développement sous toutes ses formes? Alors voilà, ça m'amène à cette conclusion, c'est que, on l'a un peu vu, c'est que dans le dernier demi-siècle, le rapport de l'institution muséale au public a changé. Hein, on l'a vu, on avait des visiteurs. De plus en plus, on a des participants, des citoyens, hein, des gens qui sont des êtres agissants. Voilà. Alors donc, le rapport du musée au public va changer dans cette perspective-là. Le rapport au patrimoine change. D'éléments exceptionnels qu'on va protéger, d'objets, de chefs-d'œuvre. L'idée de chef-d'œuvre, je ne dis pas que ça n'existe pas des chefs-d'œuvre, mais on ne s'intéresse plus qu'aux chefs-d'œuvre. Hein? On dit, attention, ce n'est plus seulement des éléments exceptionnels à protéger, c'est aussi l'ensemble d'un territoire, l'ensemble d'éléments qui sont pas seulement là pour la délectation, mais comme de possibles outils de développement et de mobilisation. Le rapport à la culture change aussi, je le disais tout à l'heure, et au patrimoine. Hein, on ne parle plus de la culture et du patrimoine de la même façon. Ce ne sont plus que des choses exceptionnelles. Il y a une démocratie culturelle, on pourrait dire une démocratie patrimoniale d'une certaine façon qui s'installe. Alors donc, ça amène un peu à cette question de la finalité du musée. Alors, les musées, oui, bien sûr, pour qui, mais aussi des musées, pourquoi? Non, c'est une question de carotte. Vous n'êtes pas de l'Internet, vous êtes là pour vrai?
si je peux accéder au micro. Okay. Donc, bonjour, je suis Carole Barbeau, je suis au CA du Réseau du patrimoine et aussi à celui du nouvel organisme créé du Musée régional de l'Outaouais qu'on a créé cet hiver. Donc, c'était très inspirant ce que vous nous avez présenté. Justement, dans les dernières années, le milieu du patrimoine en Outaouais se mobilise pour la création d'un musée régional. Fait que je me demandais si vous aviez des conseils précis ou des points de vue sur la création de nouveaux musées régionaux dans le contexte actuel. Oui. Écoutez, comme je suis un Montréalais, très Montréalais, je n'ai surtout pas de conseils à vous donner, mais en même temps, déjà, ce que j'entends, vous dites, bon, on est un groupe qui se mobilise. Cette mobilisation, cette idée que ce projet de musée semble partir de la collectivité et non pas d'être une idée parachutée d'en haut, bien, déjà, c'est la recette de l'Écomusée du Firmonde d'une certaine façon. Pour moi, c'est un gage d'ancrage, de succès. Puis aussi, je pense que ça va vous amener à vous poser les bonnes questions. C'est-à-dire, je reprendrai un peu le questionnement que j'ai amené, c'est-à-dire quel genre de rapport voulez-vous avoir au public et quels seront vos publics? Quel rôle vous allez jouer dans votre région? Un musée régional, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être un endroit où il y a des expositions imaginées et créées à Montréal et à Québec par du monde pas mal savant puis qui vont venir vous montrer c'est quoi la culture. Ou alors, c'est peut-être pas ça que vous voulez faire. J'espère que ce n'est pas ça, ce qui n'empêche pas que vous pouvez accueillir des choses de l'extérieur, mais quel rôle vous donnez à ce que j'appellerais dans les écomusées, on parle d'antenne. Est-ce que ça devient un lieu qui est un relais vers différents lieux, différents autres lieux d'interprétation, lieux de... Bon, alors, ça peut être un outil extrêmement fort là-dessus. Donc, vous posez les questions sur c'est quoi le rapport que vous aurez avec le public, quels sont les différents types de rapports. Ça n'exclut pas les touristes, là, mais je veux dire, un musée qui ne serait que pour les touristes, là, ça va donner les photos que je vous ai montrées des HEC du début. Là, c'est du spectacle, c'est du. Puis vous en avez des musées pour les touristes dans le coin, hein, fait que vous n'avez pas besoin d'ajouter ça. Et aussi, le lien que à quoi ce musée, en quoi il peut être utile au développement à différents niveaux. Hein? Développement, c'est ça, développement de l'éducation, l'éducation populaire, développement local, mobilisation citoyenne, réflexion sur les enjeux actuels, voilà. Et pas seulement, en quoi le passé peut nous éclairer sur le présent, puis en quoi ça peut nous aider à faire des choix pour l'avenir. Voilà, c'est un... Mais je suis sûr que vous avez des... C'est ça, là, vous êtes en train de penser à tout ça, là, j'en doute pas. Merci beaucoup. Très, très intéressant. Je vous suis depuis plusieurs années maintenant. Donc, moi, mon intérêt est au niveau de la collection écomuséale. Donc, qu'est-ce que vous me suggéreriez si mon projet de recherche porte sur la collection, de monter une collection écomuséale d'un paysage culturel ici à Gatineau. Donc, quel conseil m'offririez-vous pour travailler pour amorcer le travail d'une collection écomuséale? Je vous dirais d'une part de consulter un certain nombre de sources, mais peut-être que vous avez déjà commencé à faire ça. Il y a des gens, Alicia Demoulian a fait un mémoire de maîtrise il n'y a pas longtemps sur la collection écomuséale. Donc, de regarder un peu dans ce genre de choses-là, dans ce qui existe en termes d'inventaire participatif aussi, entre autres dans les écomusées en Italie. Certainement aussi, c'est-à-dire, comme la collection, bon, je vous dirais, consulter la politique de collection écomuséale de l'Écomusée et les plans d'action qu'on a mis en œuvre, avec un nouveau plan. Et là, on est en train de développer l'idée d'un quartier culturel qui va même élargir l'idée de patrimoine vers l'ensemble de la culture du quartier avec toutes sortes d'acteurs. Et c'est sûr qu'il faut, c'est l'idée de la mobilisation, c'est-à-dire que cela doit se faire
collectivement si on veut que ça fonctionne. Voilà. Et évidemment, un des conseils que je vous donnerais, c'est de venir prendre ma carte d'affaires tantôt, puis on pourra échanger. Voilà, c'est ça, venir nous rencontrer, puis ça va nous faire plaisir voilà, d'échanger là-dessus. Puis peut-être, c'est ça, de venir voir comment est-ce qu'on procède, comment est-ce qu'on a fait. Puis en même temps, il n'y a pas de modèle non plus là-dedans parce qu'il n'y a pas deux milieux qui sont pareils. Alors, il y a ça aussi, là, mais je pense qu'en se parlant, on peut certainement enrichir nos réflexions. Alors voilà, c'est ça. Consulter un peu les documentations, notre politique de collection écomuséale, puis à partir de là, voilà, faire de la mobilisation dans le milieu. Merci beaucoup. Bonjour. Moi, j'avais une question. Vous avez parlé de processus de désignation, donc on n'est pas dans une politique d'acquisition pour la collection. Je ne sais pas si vous pourriez nous dire quelques mots sur le processus de désignation qui se fait en collaboration avec les citoyens. OK. En fait, il y a eu 2 vagues de désignation à ce jour. Bon, la première vague, il y avait une photo, à un moment donné, ça a peut-être passé un peu rapidement. Bon, on s'est associé parce qu'on a toujours travaillé très, très étroitement avec les organismes du quartier, dont la Corporation de développement communautaire. Alors, on a fait un appel et c'est avec la Corporation de développement communautaire qu'on a invité des acteurs importants du quartier, puis des citoyens à venir s'asseoir pendant 2 jours et à réfléchir sur c'est quoi le quartier, c'est quoi son patrimoine. On avait des cartes, et on s'est promené dans le quartier pour voir un peu, hein, c'est comme qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est bon, et à partir de là, enfin, on pourrait regarder tout le programme de la journée. Il y avait des ateliers, des discussions, etc. Et là, il a émergé un certain nombre de propositions. Bon, par la suite, nous, on a un comité de la collection écomuséale qui entérine les suggestions, si on peut dire, et qui les oriente un peu, parce que des fois, on peut se poser la question, qu'est-ce qui est l'objet de désignation exactement? C'est ça, quand il y a le mot, le faubourg Amelas, c'est quoi exactement qu'on veut désigner? C'est bon, alors voilà, et c'est comme ça qu'on a procédé. Aussi, on a eu un kiosque de la collection écomuséale. Alors, un outil d'animation, on s'est promené dans les parcs, dans divers événements dans le quartier. Et là, on parlait du patrimoine du quartier. Et il y avait des cartes postales où les gens suggéraient des choses et ils les mettaient dans une boîte aux lettres dans le kiosque. Et donc, il y avait comme une espèce de vote populaire, si on peut dire. Et aussi, alors là, on a fonctionné par les occurrences. Voici qu'est-ce qui ressort le plus. Et ça nous a permis de faire d'autres désignations de cette façon-là. Voilà. Alors, en gros, c'est comme ça qu'on procède. Mais l'idée, c'est ça. Aussi, c'est arrivé lors d'événements, c'est-à-dire, c'est ça. Il arrive dans le quartier un événement, un anniversaire d'une école qui fête ses 100 ans. Comme par hasard, ils nous contactent, on fait quelque chose avec eux autres, bien, à la fin de l'événement, ben voilà, c'est là, pourquoi est-ce que ça ne rentrerait pas dans la collection écomuséale? Ben oui, certainement, cette école-là, avec toute son histoire. Alors voilà, c'est un peu de cette façon que ça procède. Mais la désignation est une chose, mais ce qu'on va faire avec aussi après, parce qu'il ne s'agit pas de dire, OK, l'écomusée a désigné, merci, maintenant, c'est votre affaire. Un peu comme, d'une certaine façon, c'est ça, hein, j'ai un objet, je le donne au musée, merci, hein, et c'est le musée qui s'en occupe. La collection écomuséale, ce n'est pas ça. C'est qu'est-ce qu'on va faire avec ça après. Hein? Voilà. Merci. Dernière question. Vous me permettrez de m'ingérer et puis de poser une question. Vous parlez, c'est très intéressant, vous parlez du mariage entre le nouveau musée, vous le décrivez comme le mariage entre l'histoire, la chose et l'humain. Donc, il y a comme une évolution qui semble sous-entendre que ce n'est plus juste d'observer un objet puis de tenter de l'analyser par rapport à ce qu'il représente, mais bien l'expérience humaine aussi. Donc, vous décrivez le musée, à mon avis, là, de la façon que moi je le reçois, comme étant un sentiment plus qu'un lieu. Et dans ce contexte-là, ça pourrait susciter l'intérêt de plus de gens dans une ville comme Gatineau, mais il y a un désintérêt au patrimoine. En rapport avec la modernité, on veut bâtir, on veut construire, tout ça. Comment on peut inculquer ce sentiment-là à une population qui se désintéresse pour s'assurer qu'on conserve notre patrimoine, justement, puis qu'il y ait une sensibilité
à ce mariage-là entre l'humain, la chose et l'histoire? Écoutez, il n'y a pas de recette magique et de solution simple à ça. Nous, comme notre organisation, l'Écomusée du Tiers-Monde est arrivée en 1980 et elle est issue des organismes communautaires. Il y avait comme un besoin de la base, si on peut dire, de réfléchir au passé, protéger le passé et, entre autres, Habitation communautaire Centre-Sud faisait des coopératives d'habitation à un moment où il y avait beaucoup de démolitions. Et pour eux, c'était s'intéresser au passé et au patrimoine, c'était aussi de protéger l'habitat social. C'était protéger le tissu humain, justement, dans le quartier. Hein? Bon, alors, je dirais, en même temps, on ne se le cache pas, c'est-à-dire que le patrimoine, ce n'est peut-être pas la valeur la plus à la mode ces temps-ci, mais il y a quand même des gens qui s'y intéressent et quand on se met à faire de l'éducation et de l'animation autour de ça, bien, on se rend compte qu'il y a pas mal de monde qui s'intéresse à ça et que ça suscite l'intérêt. Quand on se promène avec le kiosque de la collection écomuséale, on se rend compte que les gens, même les nouveaux arrivants, parce que les générations, c'est un vieux quartier industriel et ouvrier, il n'en reste plus d'ouvriers, ils ne sont plus là, mais ils ont pris leur retraite, puis même ils sont disparus. C'est leurs enfants, leurs petits-enfants, puis du monde d'un peu partout. Enfin, hein, il y a un brassage dans une ville. Et pourtant, les nouveaux arrivants, ils s'intéressent aux racines, à qu'est-ce que c'était ce bâtiment-là où on se retrouve. Alors, il y a moyen de faire cette connexion. En tout cas, nous, on a trouvé beaucoup d'intérêt autour de ça. Et par exemple, nous, dans notre idée d'ailleurs de musée citoyen, on s'est mis à faire la collecte des militants du mouvement citoyen des organismes communautaires des années 60-70 qui sont en train de disparaître. Et ça, on l'a fait, on n'a pas imaginé ça dans notre bureau. C'est les organismes du quartier qui sont venus nous voir en disant « Oh, il y a une nouvelle génération de jeunes qui arrivent dans les organismes, ils ne savent même pas c'est quoi les origines de notre organisme. Il faut collecter cette mémoire-là. » Bon, alors, c'est ça, c'est un peu des idées en vrac, mais encore là, je dirais, c'est essayer de faire la connexion entre les enjeux actuels puis les enjeux passés, puis en quoi la protection de cette mémoire puis de ce patrimoine, ça a un intérêt pour aujourd'hui puis pour demain, puis que ça peut être des outils de développement puis des leviers de développement. Voilà. Puis il faut être patient. C'est ça.